Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai écrit un livre, moi aussi, en 2014 sur la transition énergétique. En fait, en France, il n'y avait pas besoin de faire la transition énergétique. C'est ce que je disais, puisqu'on avait une électricité quasiment décarbonée à 90%. Il y a 10% de fuel, et encore, on était capable d'en avoir moins. Je crois qu'on en a plus maintenant en mettant justement des éoliennes. Vous avez tout à fait raison. Par contre, il y a l'autre face de la transition énergétique. Bon, il va falloir remplacer toutes ces centrales nucléaires, des mini-centrales, au thorium, ça s'agit dans le monde entier, Bill Gates, la Chine, tout le monde fait des choses très intéressantes. Il ne faut pas qu'on rate cette course, il faut les remplacer. Par contre, pour le reste, la transition énergétique, c'est aussi se passer de pétrole. Alors, vous pouvez me dire, ça n'existe pas le réchauffement par le CO2, moi je pense que oui, mais je n'insulte personne. C'est pas le débat. C'est pas le débat, et c'est extrêmement complexe. C'est chaotique comme système, je ne suis pas sûr qu'on soit absolument certain des choses, mais en tout cas, ça me... On part du postulat. On part du postulat que... Voilà. Et de toute manière, il est mieux de produire de l'énergie sur place en France plutôt que d'acheter du pétrole au Moyen-Orient, et plutôt que d'acheter du gaz ailleurs, etc. Donc, l'enjeu pour la France, il va être effectivement de produire plus d'énergie. Plus d'électricité. Plus d'électricité. Il ne va pas falloir avoir juste du nucléaire pour notre consommation d'électricité, il va falloir remplacer ça pour les voitures, pour les avions, pour les trains. On sait qu'on a l'hydrogène qui nous permet de faire ça très bien, avec pas trop de problèmes de lithium, etc. C'est fondamental. Et là, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met beaucoup de nucléaire? Et là, on peut mettre aussi des éoliennes. Attention, je ne suis pas pro-éolienne, je vais vous préciser. Et du solaire. Parce qu'on peut être anti-éolien, mais les éoliennes sur Terre, elles coûtent 6 centimes d'euros le kilowattheure maintenant. Et le solaire sur Terre, 6 centimes d'euros le kilowattheure, c'est-à-dire la même chose que le nucléaire ancien, que ce que coûte le nucléaire ancien. Voilà. Alors, ni plus ni moins. Donc là, on peut le faire. Moi, j'avais pour idée, effectivement, il ne faut pas détruire les paysages, donc c'est une question complexe. Est-ce qu'on dépend que du nucléaire, toutes nos sources d'énergie, ou est-ce qu'on met aussi un mix avec du solaire et de l'éolien, mais qui ne sert pas pour la consommation, hein. Ça ne sert que pour produire dans les campagnes françaises de l'hydrogène qu'on va distribuer ensuite. Alors, voilà, donc la question, c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on fait, et est-ce qu'on fait un référendum Super question. Où on décide que le peuple ne doit pas trancher. C'est une vraie question. Super question. Vraiment, vraiment très intéressant. Alors, il faut préciser une chose que vous avez soulignée, mais je vais donner les chiffres parce que ça va donner un ordre de grandeur. C'est que l'énergie, en France, c'est l'électricité et les énergies fossiles. Et qu'en fait, l'électricité ne représente que 25% de l'énergie. Le reste, c'est les 75%, c'est là où on a une marge de manœuvre. Donc, comme on a presque totalement décarboné notre électricité, ce qu'il faut, c'est surtout faire en sorte... il y a deux objectifs. Augmenter la part de l'électricité décarbonée pour le remplacer ces énergies fossiles, parce qu'effectivement, les énergies fossiles nous rendent dépendants des pays arabes, nous rendent dépendants du charbon, alors on a moins de charbon, mais nous rend dépendants du gazole, etc., etc. Bon, alors comment on va faire? On va d'abord augmenter la part de l'électricité en augmentant nos centrales nucléaires. Alors, il n'y aura pas de plug-off. Pourquoi il n'y aura pas de plug-off? Pour la simple et bonne raison qu'on a une grande chance, grâce au plan Messmer, j'y reviens parce que c'est formidable, c'est qu'on a réparti de manière plutôt maligne nos centrales nucléaires. Donc, on ne va pas enlever les centrales où elles sont. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec l'EPR de Flamanville. On ne s'est pas embêté d'aller faire un EPR à côté, loin. On a fait l'EPR à l'endroit d'autres centrales nucléaires. Pourquoi? Parce que comme ça nous permet d'optimiser notre réseau. On n'a pas besoin de construire de réseau. Il faut savoir qu'avec les éoliennes, RTE prévoit 100 milliards de travaux de raccordement. Or, si vous développez un nouveau nucléaire, vous n'avez pas besoin de travaux de raccordement. On utilise les lignes existantes. Déjà, ça c'est top. Donc, on peut utiliser soit les petits réacteurs modulaires, soit des EPR qu'on va construire. Alors, on a fait un prototype. Enfin, moi, je ne sais pas, mais moi, je suis dans l'industrie. Enfin, je ne suis pas du tout dans l'industrie, mais ce que je sais, j'ai été éditeur. Le numéro 0 de quelque chose, ça coûte toujours une blinde. Et ensuite, on optimise avec les exemplaires suivants. Donc, l'acquis, évidemment, c'est comme le Charles de Gaulle. Ben, on aurait dû en faire 2. Le deuxième nous coûtait beaucoup moins cher. Donc, certes, ça nous a coûté cher, mais bon, je vais y revenir. Donc, d'une part, augmenter la part de l'électricité, ça, c'est évident. Deuxièmement,
et ça c'est ce qu'a proposé, et c'est ce que je mets dans mes conclusions, mais a priori on a une vue commune, c'est utiliser le nucléaire, surtout la nuit, hein, on optimise en faisant des centrales à hydrogène. L'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on va utiliser cet hydrogène, alors uniquement dans les chauffages collectifs ou les bus collectifs, parce que les petites voitures, la quantité d'hydrogène est trop importante, d'après ce que m'a dit un... Voilà, bon. Il y a depuis 2014 des voitures qui font ça. Bon, ok. Très bien, non mais c'est parfait. Donc on peut justement gagner en faisant un hydrogène zéro carbone, mais uniquement avec... Alors, pour revenir sur l'éolien, on ne peut pas faire d'hydrogène avec l'éolien pour la raison suivante, c'est que comme vous avez un facteur de charge de 25%, vous allez avoir un hydrogène, déjà il y a une déperdition de rentabilité entre l'électricité et l'hydrogène. Alors vous imaginez que si on fait de l'hydrogène avec 25% de facteur de charge, votre hydrogène qui va être construit... Comment ? Éolien, solaire... Et oui, mais ça c'est ce qu'on appelle mix. Oui, mais... Ouais, mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent, ils disent, les promoteurs éoliens, ils disent, là où le vent tourne à un endroit, il ne tourne pas, je ne sais plus comment ils appellent ça, ils utilisent un terme, c'est trop faiblard. Alors, qu'on veuille utiliser du solaire sur une exploitation agricole pour faire de l'autoconsommation, moi, j'ai pas de problème. Par contre, l'éolien, ça pose un gros problème de territoire et de paysage, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, moi, je ne vois pas à quoi ça sert. En outre, parce que votre position, si je devais la qualifier ainsi, elle est très proche de Macron. C'est un peu ce que nous vend... Oui, non, mais c'est ce que nous vend Macron. 2014, donc je pense qu'il n'avait pas... Voilà. Non, mais là, aujourd'hui, il y a Maud Brégeon, qui est la porte-parole nucléaire de Macron, qui est assez proche. Moi, je vois bien, je les écoute. On est assez proche, sauf sur un point. On est assez proche, sauf sur ce point clé, c'est que... Et d'ailleurs, ma position, c'est celle de... Enfin, on se rapproche de celle de Zemmour et de Marine Le Pen. Arnaud Montebourg n'a pas voulu sauter le pas. Hein, il s'est fait rattraper la manche par ses écolos parce qu'il a été à deux doigts d'aller dans une logique pas de complémentarité. Et Macron, il est pour la complémentarité nucléaire. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Il est dans le en même temps, toujours. Sauf que le en même temps, à partir du moment... Bon, on va raisonner, on prend du nucléaire. OK. Sauf que si vous rajoutez au nucléaire des éoliennes et du solaire, vous aurez besoin immanquablement, et ça c'est scientifique, du gaz et du pétrole en complément en raison du facteur de charge. Donc à partir du moment... Ouais, pour l'hydrogène, vous n'êtes pas obligé que votre électrolyseur tourne à 100%. S'il tourne déjà à 75%, c'est suffisant. Non mais c'est pas 75, c'est 25. Non mais 25, vous prenez l'éolien, le solaire, ça se recoupe, plus un peu d'hydrogène, oui, mais... même si vous avez 60%. Non, l'hydrogène il est produit par l'éolien et le... Il faut bien qu'il soit... Mais vous pouvez faire un mix de trucs qui alimentent tous vos électrolyseurs département par département. Vous ne faites pas que de l'éolien. Ouais, mais, enfin, excusez-moi, mais un petit réacteur modulaire de 300 mégawatts, ça a une emprise au sol extrêmement faiblarde. C'est parce que les petits réacteurs modulaires, c'est ce qu'il y a dans les sous-marins nucléaires. C'est des petites entités, hein, c'est-à-dire qu'on peut les... En plus, c'est beaucoup plus sécurisé, et puis c'est sécure, et puis c'est robuste, et puis ça nous fait quelque chose de puissant. La France est un grand pays. La France a une industrie à défendre. La France doit baisser le coût de son électricité. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, moi, je n'avais pas réalisé ça. Je n'avais pas du tout réalisé. C'est que non seulement l'électricité a un impact en tant qu'industrie, donc le nucléaire, c'est 400 000 emplois, c'est la 3e industrie française, et ça produit 70% de l'électricité. Donc ça, c'est déjà la filière industrielle en elle-même qui compte. Il faut rappeler que l'éolien, c'est 6%, et là, on parle d'1 milliard d'euros. Hein, 1 milliard d'euros. Bon. Et pour l'éolien, et ça, personne ne m'a contesté ce chiffre, l'éolien, c'est 250 milliards pour 6% d'électricité, et pour 20 000 emplois non industriels, c'est-à-dire marketing, commerciaux, etc., etc., et on nous propose 250 milliards. Ils ont encore fait un plan de 25 milliards. Il y a Castex et Pompili fin août. Et pourquoi je dis ça ? C'est que si on détruit
notre industrie nucléaire, non seulement on détruit l'industrie nucléaire française, mais par voie de conséquence, si on fait Mélenchon, on détruit les 400 000 emplois, on détruit notre troisième, on surenchérit le coût de l'électricité, mais c'est l'ensemble de notre filière industrielle française qui est en danger. Parce que vous avez certaines industries, notamment l'industrie de la chimie, dont les marges dépendent du coût de l'électricité et dont le coût de fabrication est fortement dépendante de l'électricité. Donc si l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne, elle fait son lobbying antinucléaire? C'est qu'elle voit le double impact. Le premier impact, c'est qu'elle détruit notre filière industrielle. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'elle renchérit le coût de notre électricité. D'ailleurs, écoutez Roussel là. Elle dit il faut augmenter le coût de notre électricité. Et par là, elle détruit la compétitivité de nos industries en concurrence avec les industries allemandes. Et comme l'Allemagne a un coût industriel de l'électricité élevé, eh bien, elle veut que la France ait ses pieds lourds pour empêcher le développement industriel. Donc, non, quand je dis que c'est très très grave, c'est très grave. On est dans une situation extrêmement grave, parce que ça a des conséquences vraiment très importantes. Donc moi, je ne crois pas. Je vais vous dire, l'éolien, solaire, poubelle. D'abord, en plus, l'éolien, par ses impacts environnementaux, terres rares, non-recyclage des pales, socle en béton, durée de vie de 20 ans, hyper-subventionnement, ne suivent pas la route. Alors après, vous avez posé une question qui est très intéressante parce que c'est un des éléments de langage des promoteurs éoliens qui consiste à dire non mais vous inquiétez pas. C'est un raisonnement intellectuel. Hein. Oui. J'ai aucun intérêt. Non mais c'est ce que disent. Non mais vous venez. Ils disent pas que des conneries non plus. Hein. Non mais vous avez utilisé quelque chose d'intéressant. Alors je n'ai pas dit que vous avez utilisé les éléments de langage. Je vais corriger. J'ai dit vous avez utilisé une phrase qui est souvent dite par les promoteurs éoliens. C'est de dire que l'éolien est arrivé à compétitivité. Le coût de production éolienne, oui. Alors, moi, je suis d'accord. Alors, ok, vous êtes compétitif. Alors, pourquoi vous avez des subventions? Ben, on vous arrête vos subventions. Et je peux vous comme, eh bien, pas de tarif spot. Tarif spot. Alors maintenant, là, le tarif spot il est assez élevé. Tarif du marché. Vous êtes compétitif, vous êtes arrivé à compétitif. Pourquoi vous auriez des subventionnements? Ils n'ont pas de subvention. Bien sûr que si. Non, l'État, maintenant, c'est des appels d'offres qui rachètent à 6 centimes le kilowattheure. Oui, sauf que les 8000 éoliennes, 8500 déjà construites, elles sont dans des engagements et tout ça, ça coûte des milliards et des milliards. Moi, je suis favorable à la suppression des subventions, y compris rétroactivement, puisqu'ils sont arrivés à compétitivité. Alors, vous allez me dire comment vous allez faire. Excusez-moi. Oui. De vous couper, mais est-ce qu'on a pensé à l'hydroélectrique, par exemple? Alors, l'hydroélectricité, Non, mais vous avez raison. Les écolos veulent s'en débarrasser aussi. Hein. Ah oui, alors, non, les écolos veulent privatiser l'hydroélectricité, ce qui est un danger. Alors, l'hydroélectricité, c'est l'utilisation de l'eau pour produire de l'électricité. C'est nos barrages, en gros. Oui, parce qu'on a des côtes aussi. Voilà. Donc, la France est vertueuse parce qu'elle est très hydroélectrique. Elle dispose de 10% à peu près de son électricité en hydroélectricité. Le Canada aussi a beaucoup d'hydroélectricité. Oui, mais on a une difficulté avec l'hydroélectricité. C'est la limite de l'hydroélectricité. Elle est limitée par les territoires. C'est-à-dire que vous n'avez pas une capacité de développement de l'hydroélectricité. Avec toutes les côtes qu'on a? Non, ça, là, vous parlez des hydroliennes. Non, les hydroélectriques, les centrales hydroélectriques, les barrages sur les côtes. Non, ben en fait, malheureusement, non. Non. Il y a le barrage marémotrice de la Rance, mais c'est epsilonesque. C'est théoriquement intéressant, par exemple, au Canada. Au Canada, par exemple, c'est très intéressant. D'ailleurs, le Canada, puis je crois des pays d'Europe du Nord, sont très vertueux parce qu'ils ont beaucoup d'hydroélectricité, mais ils ont cette capacité d'avoir de l'hydroélectricité, ce qui n'est pas le cas de la France. La Suède et la Norvège, c'est 50%. Voilà, exactement. Mais c'est un pays montagneux avec beaucoup de rivières. Exactement. Ça dépend, voilà. Oui. Question. Oui, bonsoir monsieur. Alors, oui. Je vous remercie d'avoir rappelé effectivement que la Commission Euratom est un des piliers de l'Union européenne dans sa construction. Le traité Euratom. Oui, Euratom. J'avais une question concernant un projet qui est essentiellement connu de tous mais ignoré par tout le monde.
en même temps, qui est le projet ITER. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ah oui. C'est censé entrer en service en 2035, à peu près, en 2050. Ça mettrait au placard tous les autres systèmes. Bien sûr. Et pourtant, ce n'est jamais commenté. Alors, je vais faire... Est-ce que je vous fais un tout petit peu d'un cours de physique atomique? Je vais essayer vraiment de faire simple. Hein. Est-ce que ça repose sur Euratom, justement, au départ? Alors, je finis, je vous explique. En fait, il y a deux mécanismes de production d'électricité par l'atome d'uranium. Vous avez la fission et vous avez la fusion. La fission, c'est un atome d'uranium, et en particulier l'uranium 235. C'est simple. Alors pour faire simple, on va prendre une boule de pétanque. Vous voyez une boule de pétanque, et vous avez un cochonnet qui tape la boule de pétanque, qui tape l'atome 235. Il est fissile, c'est-à-dire que quand vous avez le cochonnet qui tape la boule de pétanque, cette boule de pétanque se casse en deux et fait deux petites boules de pétanque. Et ça produit de l'énergie. Ça, c'est la fission. Alors, quand on en met plein d'atomes de 235 et qu'on l'enrichit à 90%, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait une bombe atomique. Parce qu'en fait, ils sont tous à côté. Et en fait, la boule de pétanque se casse en deux, produit un cochonnet qui va taper les autres atomes, et bam! Ça fait des dégâts. OK? 30 kilos simplement d'uranium 235 enrichi à 90%. Dans nos centrales nucléaires, le phénomène, c'est un phénomène où l'uranium 235 est enrichi à 5%. Et donc vient taper de l'uranium 238 qui n'est pas fissile. C'est pour ça que le mécanisme... Quand Jadot dit « ça peut nous péter à la figure », c'est une fake news. Une centrale nucléaire ne peut pas péter à la figure. C'est pas possible, techniquement. Non, ça peut avoir une petite explosion, mais ça ne peut pas avoir une explosion atomique. Voilà. Il peut y avoir une explosion qui va à l'intérieur, qui va faire qu'il y a des productions... Comment? Oui, oui. Enfin, pourquoi dans la centrale, pourquoi la fission dans le réacteur? Parce qu'en fait, c'est très simple. Dans l'uranium, vous avez deux types d'uranium, le 238 et le 235. Seul le 235 peut être la boule de pétanque qui se casse en deux avec le cochonnet. Le 238, il reste. Quand il a sa boule quand le cochonnet vient taper un atome de 238, il ne casse pas. C'est pas de la fission. Non, mais justement, il n'est pas fissile. L'uranium 238 n'est pas fissile. Donc dans une centrale nucléaire, vous avez 5% d'atomes d'uranium 235 et le reste, 95% d'uranium 238. Donc, quand dans une bombe, si vous concentrez l'uranium 235, quand vous avez, que c'est comme un pétard, les petits pétards, là, vous en allumez un et... Bon, ben là, ça fait ça, mais en quelques secondes, quoi. Donc, vous avez 30 kilos dans les bombes à Nagasaki et Hiroshima. Vous aviez 30 kilos simplement d'uranium enrichi 235, et bam! Là, ça pète. Hein. Là, ça fait mal. Donc, si vous n'avez que 5% d'uranium 235, ce qui va aller taper l'uranium 235 qui va être fissile, il va taper des 238, et ça ne va pas exploser, puisqu'en fait, le 238 n'est pas fissile. Je ne sais pas, c'est clair ou pas? Bon. Donc, ça, c'est la fission. On fait de l'énergie en cassant l'atome. Et en particulier, l'atome 235 d'uranium. La fusion, c'est l'inverse. On a deux boules de pétanque d'hydrogène et on va les fusionner. Et en les fusionnant, on crée un atome d'hélium, et là, ça fait de l'énergie énorme. C'est ce qui se passe dans le Soleil. C'est le mécanisme de production d'énergie dans le Soleil. Et ça, c'est le projet ITER. Déjà, j'étais passionné, parce que c'est passionnant tout ça. Parce que c'est vraiment intéressant. Parce qu'on croit comme ça que ce n'est pas un sujet, mais c'est un sujet essentiel de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté nationale sans souveraineté électrique et énergétique. Ce n'est pas possible. C'est la clé, c'est une des bases. Il y a la souveraineté
démographique, il y a la souveraineté écologique, mais cette souveraineté-là, elle est essentielle. La souveraineté alimentaire, c'est un des blocs essentiels de la souveraineté. Et dans le débat Mitterrand-Giscard, 8 minutes est consacré, vous allez à l'INA, 8 minutes est consacré à cette question. Et déjà à l'époque, effectivement, Mitterrand parle. Il dit oui, il y a la fusion. Déjà, on en parlait, effectivement. La fusion, c'est ITER, donc c'est un projet d'élaboration avec plusieurs pays, avec la France, l'Europe, la Chine, etc. C'est en France, c'est étudié en France, avec un consortium international, mais chaque pays a ses propres équipes. Et la Chine, cet été, a fait une avancée spectaculaire dans la fusion, et un laboratoire américain également. Donc il y a une course aussi sur la fusion. Parce que si on réussit à reproduire le mécanisme de fusion longtemps, on va produire de l'énergie presque de manière illimitée. Voilà. Et là, sans émission de gaz à effet de serre et sans impact et presque sans danger. Le plus compliqué, c'est de produire. Et voilà. Mais ça fait juste 40 à 50 ans qu'on en parle. Donc c'est très très long à élaborer. On fait à Cressmalville, déjà. Cressmalville, c'était Superphénix. C'était l'utilisation des déchets nucléaires, le Superphénix. Là, c'était de la fission. On utilisait les déchets radioactifs des autres centrales pour, je ne vais pas rentrer dans des mécanismes un peu compliqués, pour refaire la réaction à neutrons rapides. Voilà. Mais par contre, c'était dans du sodium liquide. Et Cressmalville, Superphénix, donc ce qui renaît de ses cendres, avait la dangerosité, c'était dit au sodium liquide. Le sodium liquide, d'abord, le gros avantage, c'est que c'est vraiment protecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de radioactivité. Vous pouvez être sur le réacteur, vous n'avez aucune radioactivité qui est émise, mais par contre, il faut que ce soit bien contingenté parce que le sodium liquide est inflammable à l'eau ou à l'air. Et c'est ça le problème. Et par contre, ce qui est passionnant, c'est que nous avions un réacteur à neutrons rapides de 4e génération à l'étude par le CEA. Emmanuel Macron a demandé l'abandon en 2019 du projet Astrid. Et actuellement, Bill Gates vient d'obtenir 90 millions de dollars du département de l'énergie américain pour développer dans le Wisconsin un petit réacteur modulaire, donc les petits réacteurs modulaires à la Macron, à neutrons rapides au sodium liquide avec la réutilisation des déchets nucléaires. 350 mégawatts. Donc là, ça y est, ils sont en train de le développer. Là, il court. Et nous, on l'a abandonné. C'est super. Sébastien. Justement, vous parliez de Superphénix, vous disiez que c'était super vertueux. Quels déchets il y avait à la sortie? Eh bien, en fait, les déchets n'étaient plus radioactifs. C'est-à-dire que, en fait, on ne va pas se leurrer, les déchets de nos centrales nucléaires sont hautement radioactifs. Ça, c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que dit Greenpeace, alors déjà, la fake news de Greenpeace, il nous dit il y a 1,6 million de mètres cubes de déchets. On entend ça, on a peur. Hein. Sauf qu'il y a un organisme qui s'appelle l'ANDRA, qui est l'agence qui gère les déchets nucléaires. Et quand on regarde les chiffres, quand on les sépare, on comprend mieux. En réalité, les déchets haute activité, c'est-à-dire les déchets vraiment dangereux, alors là c'est vraiment dangereux, il n'y a aucun doute, c'est 4000 m3 depuis le début de l'activité nucléaire française. 4000 m3, c'est-à-dire 100 m3 par an à peu près. Ça représente 95% de la radioactivité de la totalité des déchets et ça représente 0,2% des déchets. Si on ajoute donc ça c'est les déchets haute activité, si on ajoute les déchets moyenne activité longue vie, cela c'est 40 000 m3, donc c'est les pastilles du réacteur nucléaire, c'est tout ce qui est métallique, donc ça on est obligé de faire des galettes, et on les met dans des containers. Ça, c'est embêtant parce qu'en fait, c'est contaminé par les autres déchets. Ça prend pas mal de place. C'est un peu plus difficile à réutiliser. Là, 40 000 m3. Vous prenez les déchets haute activité, les déchets moyenne activité longue vie, c'est 99,8% de la totalité de la radioactivité. C'est 3% des déchets radioactifs. Tout le reste,
ce sont des déchets dont la durée de vie de la radioactivité, au bout de quelques années, va être éteinte. Donc en fait, ce seront des déchets qui n'auront pas de gros impacts en fait, en termes d'écosystème et d'écologie. Par contre, les déchets dont je viens de vous parler, actuellement, il y a le projet de les enterrer à Bure. Quand ils sont vitrifiés, c'est-à-dire qu'on les vitrifie dans du verre, ils ne sont pas réutilisables. Quand ils ne sont pas vitrifiés, ils peuvent être utilisés dans les centrales type Superphénix à neutrons rapides. Vous voyez? Et ensuite, c'est là, vous voyez, où on a quand même un problème. On a un gros problème en France. On est toujours en train de se flageller, on est vraiment mauvais, etc. On est vraiment des nuls, etc. Sauf que, est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le prix Nobel de physique français de 2018? Oui, vous le savez, parce que je vous... Voilà. Et Gérard Mourou, prix Nobel de physique. Et pourquoi il a eu le prix Nobel de physique? Premièrement, d'abord parce qu'il a trouvé les lasers à impulsion, haute impulsion, qui fait que vous pouvez faire les opérations des yeux sans cicatrice importante. Mais son laser à haute impulsion, il a eu le prix Nobel, permet également la transmutation des déchets nucléaires, faciliter la transmutation des déchets nucléaires, c'est-à-dire la baisse de la radioactivité des déchets nucléaires haute activité de quelques milliers d'années à 100 ans, 10 ans, quelques années. Et personne n'en parle. Il travaille actuellement sur le plateau de Saclay, j'ai vu sa secrétaire, c'est quelqu'un et nous, on fait la fine bouche alors qu'il faudrait lui donner 2 milliards d'euros, hein, on va dire très clairement, pour qu'il nous fasse une usine de retraitement. Donc il y a MIRA actuellement, un projet belge européen qui consiste justement à faire une usine de retraitement des déchets nucléaires de ce type. Et pour MIRA, il fallait un accélérateur de particules de 300 mètres de long. Eh bien, l'invention des Gérard Mourou va faire qu'on va avoir juste besoin d'un laser à haute impulsion peut-être de quelques centimètres à la place des 300 mètres. Donc, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, la question des déchets nucléaires, haute activité de plusieurs milliers d'années, voire centaines de milliers d'années, sera résolue. Je crois qu'il faut un peu d'optimisme. C'est ça, la science. Alors, attendez. Levez la main ceux qui demandent de... Toi, t'as pas encore parlé, vas-y. Oui, par rapport justement à Stream 2, oui. Du fait que ça soit, l'Allemagne devienne du coup un hub oui. Pour l'Europe. Et du coup, est-ce que c'est pour ça que la Pologne, le Danemark, etc., voulaient être les premiers distributeurs de la Stream 2? Est-ce que c'est pour qu'eux aussi deviennent Non, alors en fait, vous avez... ça, c'est une question intéressante, mais je vais vous donner plus intuitivement, puisque je n'ai pas étudié la question. C'est que la Pologne a une particularité, c'est qu'elle est encore plus mauvaise élève que l'Allemagne. Elle produit principalement son électricité avec du charbon. Et donc, si vous remplacez des usines au charbon par du gaz, c'est quand même un tout petit peu plus vertueux. Surtout les particules fines de charbon qui sont remplies d'uranium, de mercure, etc. Il y a tellement d'uranium dans les usines au charbon, quelqu'un n'y croyait pas le jour, qu'en Chine, ils réutilisent les fumées de charbon pour être des usines d'extraction d'uranium. Ils récupèrent l'uranium des fumées de charbon. C'est un truc dingue. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que eux, ils voulaient pouvoir être dans le dispositif. Mais seulement, la Pologne fait partie des pays, heureusement, qui soutiennent la France dans l'intégration de la taxonomie de nucléaire dans la taxonomie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu là ces quelques jours, ils viennent de faire un pré-étude avec EDF pour la construction de 6 EPR en Pologne. Ça, c'est il y a 2 jours. Donc voilà, non mais il faut comprendre, là on est véritablement en guerre, c'est-à-dire que demain, l'Allemagne, qui est le mauvais élève de l'Union européenne, sera peut-être amenée à devoir utiliser l'industrie française pour construire des centrales nucléaires
en Allemagne, parce que c'est quand même le mauvais élève de l'Union européenne en termes de décarbonation. Non, mais moi j'y vais à fond. Il faut que leur modèle, notre modèle, c'est un modèle qu'ils doivent calquer. Voilà. Alors, oui. Une question à poser, enfin une double question. J'ai un peu baissé le niveau parce que je vais retourner au niveau du lobbying, de l'information, de l'influence. Oui. Il y a deux choses qui se complètent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup dans les représentations de tout ce qui est fiction, jeux vidéo, japanime, de plus en plus une représentation assez bucolique de l'éolienne. Oui. Presque comparé un peu comme des moulins. Oui. C'est joli, c'est calme, c'est apaisant. Est-ce qu'il y a une influence directe ou indirecte des lobbies, justement, d'éoliennes pour essayer de faire véhiculer cette image? Bien sûr. C'est d'un côté ça. Et de l'autre côté, je me souviens d'un article que j'ai trouvé assez facilement, il s'appelle L'électricité noire allemande tue 200 000 personnes par an. Oui, c'est Michel Gay. Une logique de contre-attaque, d'essayer d'étaler cette problématique, parce que justement, même au niveau du Covid, il me semblait qu'il y avait plus de cas dans la France de l'Est, parce qu'avec les émissions, justement, les émissions allemandes, pour justement, d'un côté, c'est neutraliser leur influence qui présentent bien ces éoliennes, en essayant de dénoncer ou en cassant ces contrats, et de l'autre côté, à étaler la merde. Alors, premièrement, c'est une question intéressante. Non, c'est une question intéressante qui fait appel aux enjeux de guerre économique et de guerre de l'information. Moi, j'ai jamais été formé, mais j'en ai fait un peu par militantisme et par... Ce qui est clair, c'est que les promoteurs éoliens ont eu des influences très fortes parce qu'ils ont financé beaucoup d'associations. Par exemple, Greenpeace met sur son site internet éolienne comme un bouquet de fleurs pour sauver la transition énergétique. J'aime beaucoup. J'utilise souvent dans mes conférences. On pense à des petites fleurs dans les cheveux de Greta Thunberg, par exemple. Et donc, effectivement, il y a ce paradoxe entre la fleur, c'est souvent utilisé comme des fleurs, mais ça ne marche plus tellement. Parce que justement, depuis la sortie de mon livre, où j'explique dans le chapitre 1 pourquoi ce n'est pas des jolies fleurs, mais des jolis monstres, eh bien, on a dégradé, c'était l'objectif, l'image de l'éolien. Moi, c'est mon objectif assumé. Vous avez vu comment, en quelques années, on a complètement perturbé cette image. Ensuite, effectivement, les promoteurs éoliens font un lobbying pour intégrer les éoliennes dans les livres d'école, font des interventions dans les écoles, ils font des concours de dessin où le cadeau du gagnant, c'est une petite éolienne en plastique, etc. Ils vont dans les villages d'implantation, etc. C'est horrible. Et effectivement, vous avez des films, Tenet, vous avez eu plusieurs films où il y a l'intégration de l'éolienne dans l'environnement. Vous avez eu aussi avec le film Houellebecquien, Effacer l'historique, par exemple, où il y a... Alors, je pense que c'est plus une critique, parce qu'il y a le gilet jaune, il y a l'éolienne, donc je pense que c'est plus critique, je pense que c'est plus anti-éolien, moi je suis allé le voir, je pense que c'est plus voilà. Donc, vous avez parfaitement raison. Ensuite, concernant la guerre avec l'Allemagne, il est évident qu'il est fondamental de rappeler que l'Allemagne a le bonnet d'âne de l'Union européenne et n'a pas répondu à ses objectifs climatiques. Parce que on nous dit, quand vous écoutez la propagande pro-éolienne, on nous dit la France est le mauvais élève en matière d'éolienne. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Prenez votre exemple, l'Allemagne. Vous avez mis des éoliennes partout, vous avez dépensé 500 milliards dans l'énergie Wind 2, et vous êtes à 400 grammes par kilowattheure produit, vous produisez 10 fois plus que nous. Allez vous rhabiller. Non mais c'est pas votre modèle. Et donc, ils n'ont pas du tout aimé, parce que je le dis dans la presse, hein. Depuis quelques jours, je le dis. Donc Arte, j'explique qu'Arte est un des acteurs de cette guerre de l'information, m'a affublé un bonnet d'âne, là, dans leur vidéo de Check News, là. Donc ça fait bien marrer. Ça veut dire que ça leur plaît pas du tout. Donc il faut marteler. L'Allemagne a le bonnet d'âne de l'Union européenne, et c'est le dernier de la classe. Voilà. Mais pas moyen de faire une attaque au niveau
la santé, parce que si ça affecte Eh bien, les émissions de... Les émissions d'usines au charbon que nous envoie l'Allemagne, on pourrait effectivement, dans le cadre d'un gouvernement, peut-être demander des compensations financières pour la délocalisation de la pollution allemande en France. Si elle ne veut pas payer, si par exemple, on pourrait lui dire « Vous êtes très polluant, vous émettez des gaz à effet de serre et en plus, vos particules fines viennent en France polluer la France. » Bon, c'est grave. Nous, on ne vous a pas autorisé, vous êtes en train de délocaliser vos particules fines en France. On n'est pas une poubelle. Donc, deux choses une, soit vous payez une indemnité de pollution de la France, soit vous achetez nos centrales nucléaires pour empêcher que vous émettiez ces particules fines. Voilà. On verra, on discutera de ça, si l'Union européenne existe encore. Hein. Oui, j'aurais deux questions simples, je n'ai pas du tout un niveau technique. Vous avez expliqué tout à l'heure que l'Élysée s'était communiqué votre livre. Le chapitre 10, oui. Peut-être, j'ai des petites infos que peut-être qu'ils ont eu un des préprints diffusés dans la presse. Dans la mesure où on connaît le rapport intime de Macron avec la souveraineté française et la défense de ses intérêts vitaux, quel est votre sentiment quant à la position de l'Élysée et à la réalité des mesures qu'il pourrait prendre pour limiter la casse, voire repartir en avant? Et la deuxième question, qui est finalement un corollaire plus technique, c'est que vous avez très bien rappelé que ça fait quand même, depuis le début des années 2000, qu'il y a un travail de sable culturel de la filière nucléaire, qui se répercute en crise de vocation des personnels ingénieurs, de recherche. Bien sûr. Est-ce que vous estimez que la France est encore moyen actuellement de faire face et en combien de temps elle pourrait repartir de l'avant? Alors, je vais répondre à votre question par la deuxième. Bon, si on part du postulat qu'on supprime les 250 milliards de subventions à la filière éolienne et photovoltaïque, ça nous fait une marge de manœuvre et immédiatement, on met en place une Silicon Valley. Moi, je suis favorable, j'utilise un terme anglo-saxon, mais je pense que la France a les moyens d'avoir une Silicon Valley du nucléaire. Un technopôle. Un technopôle, c'est bien. Non, mais il faut, par exemple, au plateau de Saclay, lié au CEA, on peut... Donc je le mets dans mon livre, hein, formation des ingénieurs, formation des soudeurs, formation des ouvriers et récupération des anciens pour qu'ils viennent apprendre et qu'on n'apprenne pas simplement sur les ordinateurs. Parce que déjà, un des retards de l'EPR de Flamanville, c'est un problème de soudure entre les deux enceintes de confinement. Ils avaient fait 2 enceintes de confinement, ça c'est bien, une enceinte de protection pour éviter les évacuations d'irradiation et une autre enceinte dans le cas où un avion vienne se fracasser. Donc 2 enceintes. Le problème c'est qu'ils avaient mis des soudures et que l'espace entre les 2 enceintes, les soudures n'étaient pas correctes. Donc il fallait les refaire dans un lieu très compliqué à accéder. Donc ça a foutu un foutoir sans nom. Et donc l'autorité de sûreté nucléaire. Donc j'adhère... un plan massif, parce que si on réindustrialise le nucléaire, on va faire des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Plus l'hydrogène vert, ça fait quand même du lourd. Et tout ça, c'est non délocalisable. C'est pas mal. Ensuite, maintenant, la question beaucoup plus politique. Mon sentiment est plutôt bon vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas du tout macroniste, hein, bien au contraire. Je ne veux pas vous... Mais j'ai l'impression... Alors, suite à ces annonces, c'est très intéressant de suivre la presse internationale. Il y a eu 2 articles majeurs qui sont passés totalement inaperçus, comme d'habitude. Un, dans un des principaux quotidiens allemands, de la correspondante française à Paris, ça s'appelle le Frankfurter, je ne sais pas trop quoi, Zeitung. Voilà, je suis désolé, hein, je ne suis pas, voilà. Et elle fait un article extraordinaire de limpidité, de compréhension des enjeux. Elle dit, alors que nous, on s'intéresse aux petits réacteurs modulaires, on dit, voilà, c'est quoi les petits réacteurs modulaires? Bon, ok. Elle dit pas ça, elle dit, c'est une rupture nette dans la relation franco-allemande sur l'énergie. La France abandonne l'Allemagne et ne veut plus participer à l'Energiewende allemand. Voilà, terminé. Clair, net, précis. Et il a été influencé, elle dit, par la situation en France. Et il y a un bouquin, Nucléaire, les vérités cachées, qui expose que l'Allemagne fait la guerre à la France avec les lobbyistes dans la presse allemande.
Et dans le Spectator, presse anglaise, le correspondant anglais dit il serait temps, les Français, que vous arrêtiez avec les Allemands, parce que vous avez mieux à faire là, plutôt que nous emmerder avec le Brexit. C'est ce qu'il dit, comme ça. Vous avez mieux à faire. Arrêtez de discuter avec les Allemands, etc. Et puis, vous avez vu ce qu'ils vous font, là, la guerre à l'Allemagne sur l'énergie, etc. Donc, c'est fabuleux, parce que d'un point de vue géopolitique, c'est traité d'un point de vue géopolitique par la presse étrangère comme un véritable enjeu géopolitique, et c'est traité en France par le petit bout de la lorgnette des petits réacteurs modulaires. D'une certaine manière, je dirais que malgré lui, c'est pour ça que je suis très optimiste, c'est pour ça que je dis que je suis macroniste, c'est que en quelque sorte, Emmanuel Macron, malgré lui, a mené une politique ouvertement volontariste pro-nucléaire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le chapitre 1 de son plan d'investissement ne prévoyait pas initialement le nucléaire, il prévoyait les renouvelables. C'est-à-dire qu'il a fait une révolution, et je peux vous garantir que j'ai des infos absolument incroyables, une révolution à court terme, qui est liée à une compréhension. Parce que Bruno Le Maire, par exemple, il a compris. Il a fait une lettre avec 10 autres pays en disant, là, les Allemands, vous mettez le nucléaire dans la taxonomie. Enfin, pourquoi il dit les Allemands? Parce qu'il sait bien que les Allemands font un lobbying d'enfer. Donc, la Commission européenne, vous mettez le nucléaire dans la taxonomie. Et donc, en fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Mais là, on n'est pas dans le politicien. On est dans la gestion politique. Vous êtes bien obligé d'avoir les enjeux géopolitiques. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Après, cette prise de conscience, elle s'est faite pour 3 raisons. La première, c'est que l'augmentation, le choc gazier, fait qu'il n'a qu'une crainte, c'est qu'il y ait une crise des gilets jaunes avec une augmentation du gaz et du pétrole. Deuxièmement, Bruno Le Maire, bien conseillé, ça fait 6 mois qu'il est en train de négocier l'introduction du nucléaire et il voit qu'il y a un lobbying d'enfer des Allemands, ça commence à l'énerver. Et troisièmement, opportunément, les candidats de droite, bien conseillés, se sont mis à faire des tribunes, par exemple Éric Zemmour, sur la souveraineté nationale par le nucléaire. Et donc vous avez eu différents... Et là, Pécresse, qui adorait les éoliennes il y a 2 ans, elle a dit il faut 6 EPR. Alors là, c'est une catastrophe. Donc il s'est dit il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère dans le dispositif pour des questions géopolitiques et aussi des questions politiques nationales. Et tout ça cumulé, ça a fait que il a globalement... En réalité, ce qui est grave, ce qui est intéressant, c'est que le petit réacteur modulaire, c'est en fait une petite cacahuète pour commencer. Mais attention, premièrement, si c'est RTE qui fait le plan nucléaire, on est mal barré. Donc il va y avoir un petit lobbying d'enfer à faire pour exposer publiquement que RTE est en fait composé de traîtres à la solde de l'Allemagne, qui veulent vendre ces éoliennes. Non mais c'est ça le truc. Et deuxièmement, il va falloir faire un lobbying pour leur dire que ça ne sert à rien d'avoir un complément renouvelable nucléaire. Ai-je répondu à votre question? Oui. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. On va passer... Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.